Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. En tant qu'hypnothérapeute, je peux constater les miracles de l'esprit dans la matière. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais me poser sur un sujet très particulier, inspiré des travaux de David Wilcock. Le travail sur le cerveau, mais plus particulièrement la glande pinéale. Elle a son importance depuis des milliers d'années, puisqu'elle est représentée dans les cultures les plus anciennes que l'on connaisse. Les Égyptiens la représentaient symboliquement par l'œil d'Horus. L'hindouisme, qui est aussi la religion la plus ancienne du monde, représente la glande pinéale par la pomme de pin, et lors de cérémonies hindouistes, on se dessine même un troisième œil sur le front. Pythagore, Platon ou encore Descartes parlent de la glande pinéale comme quelque chose de sacré. Dans La vie de Pythagore, Iamblichus répète la phrase de Platon qui dit que l'étude de la science des nombres tend à réveiller cet organe dans le cerveau que les anciens appelaient l'œil de la sagesse. En parlant de mathématiques, Platon dit dans La République, livre 7, l'âme, à travers ses disciplines, a un organe purifié et illuminé. Un organe qu'il vaut mieux conserver plutôt que 10 000 yeux, car la vérité devient visible à travers celui-ci seulement. Techniquement, la glande pinéale ne fait pas partie du cerveau, puisqu'elle n'est pas protégée par la barrière hémato-encéphalique. Elle est placée au centre géométrique du cerveau et reçoit plus de flux sanguin que n'importe quelle partie du corps après les reins. Comme elle n'est pas protégée par la barrière hémato-encéphalique, le fluide à l'intérieur de la glande pinéale rassemble un nombre incroyable de dépôts de minéraux, ou autrement appelés sable cérébral, qui, au fur et à mesure, a des propriétés similaires à l'émail de vos dents. Cette calcification apparaît tel un os lors d'un IRM. La glande pinéale est de la taille d'un pois et a la forme d'une pomme de pin, d'où la référence hindouiste. On peut en voir notamment la représentation dans les ruines babyloniennes avec le dieu Marduk, ou encore au Mexique avec ce dieu mexicain. Et de façon étonnante, cette pomme de pin se retrouve même sur la place du Vatican. En Égypte, dans le temple de Dendera, on peut retrouver ce symbole sur la tige d'Osiris, ou encore Dionysos, ce dieu grec qui tient son bâton avec une pomme de pin. Et c'est comme ça tout au long de l'histoire. Rudolf Steiner, un érudit très connu des écoles ésotériques, avança même que la légende du Graal, ce calice rempli des eaux de la vie, ou élixir d'immortalité, est un autre symbole faisant référence à la glande pinéale. On a compris que les anciens parlaient par symbole et qu'ils étaient très attachés au sacré, au Dieu, à l'élévation spirituelle. Mais alors pourquoi associer ça à la pomme de pin, donc à la glande pinéale? Dans un article de Science Daily, le docteur David Klein, un scientifique en chef dans le National Institute of Child Health and Human Development en neuroendocrinologie, a déclaré que beaucoup d'espèces de mammifères détectent déjà la lumière grâce à leur glande pinéale, comme un troisième œil, tels que les poissons, les grenouilles ou encore des oiseaux. D'après ces études, il précise que les cellules photoréceptrices de la rétine ressemblent fortement à celles trouvées dans la glande pinéale, d'où l'idée d'un troisième œil. Alors dans cette partie, j'ai utilisé des mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, mais ça va pas rendre ma vidéo compliquée. Si j'ai compris, vous pouvez comprendre. En 2002, dans une étude publiée dans Bioélectromagnétique, S. Baconnier et associés ont disséqué 20 glandes pinéales humaines à l'intérieur. Ils ont trouvé 100 à 300 microcristaux par millimètre cube qui flottaient. Chacun de ces cristaux faisait entre 2 à 20 micromètres de long et majoritairement de forme hexagonale. Ils étaient très similaires aux cristaux que nous trouvons à l'intérieur de l'oreille, ce qui voudrait dire qu'ils s'expandent et se contractent en présence d'un champ électromagnétique. Les poils à l'intérieur de l'oreille interne détectent les sons lorsque l'autocone cogne contre eux, tandis que ces poils bougent avec les vibrations réceptionnées par le tambour de l'oreille. Ces cristaux s'appellent des piézoélectriques et peuvent être utilisés pour se connecter à des stations de radio sans électricité. Les vagues électromagnétiques qui sont diffusées autour de nous font que ces cristaux se contractent et s'expandent constamment. Ces mouvements peuvent être détectés et amplifiés pour créer le son. Les microphones sont composés par des cristaux piézoélectriques pour capturer les sons vibratoires et les transformer en courant électrique. À travers une procédure que l'on appelle le piézochromisme, certains cristaux piézoélectriques ont relâché des photons de différentes couleurs à partir du même cristal, selon le signal qu'ils recevaient. Certains scientifiques, comme le docteur Rick Strassman, suggèrent que la glande pinéale sécrète aussi un produit chimique psychoactif appelé DMT. Mais cela n'a pas pu être encore prouvé à cause de la détérioration rapide de la glande pinéale. Le docteur Lawrence Johnston parle de l'idée controversée que la glande pinéale créerait du DMT, qui est chimiquement similaire à la mélatonine et à la sérotonine, deux produits chimiques qui apparaissent naturellement dans la glande pinéale. Le DMT serait donc structurellement similaire à la mélatonine. La mélatonine est un neurotransmetteur clé qui joue
sur l'humeur. Le DMT ressemble structurellement à beaucoup de drogues psychédéliques telles que le LSD et c'est même l'agent actif de l'ayahuasca, ce breuvage utilisé par les chamans du Pérou. Alors que la glande pinéale n'est pas protégée par la barrière hémato-encéphalique, l'inondation de la circulation sanguine avec le DMT peut charger la glande pinéale avec des microcristaux piézoélectriques. Cela entraîne que le troisième œil pourrait tirer beaucoup plus de photons, donc une plus grande capture de la lumière, donc beaucoup plus de vision. So I'm going to write something on this paper and you'll read it to me, right? Okay. Let's say I'm only writing one word. Can you tell me what this word says? Love. Bonjour à tous. Bon là vous venez d'écouter une petite vidéo faite par Anna l'exploratrice qui nous parle de la glande pinéale. La glande pinéale ou épiphyse est une petite glande endocrine que l'on trouve au centre du cerveau. Là vous voyez ici à ce niveau. À partir de la sérotonine qui est un neurotransmetteur, elle sécrète une hormone, la mélatonine, et joue donc un rôle central dans la régulation des rythmes biologiques, le sommeil, voilà, et les saisons surtout. La glande pinéale est en quelque sorte notre montre interne et biologique. Elle nous dit quand il faut dormir, comment s'adapter aux modifications de saison, et quand la puberté commence, etc. etc. Je ne vais pas vous faire la biologie de cette glande. Là, je vous fais juste une petite synthèse. Afin de survivre aux variations cycliques du milieu, tous les organismes vivants sur la planète ont besoin d'un mécanisme biologique pour détecter les modifications du milieu où ils vivent. Ils ont besoin d'un signal interne qui adaptera l'organisme biologique à tout nouveau changement. La glande pinéale est ce fameux capteur qui détecte ces modifications et en ajuste les réglages biologiques et hormonaux nécessaires à l'organisme vivant. Chez l'homme, elle a la forme d'une pomme de pin, comme ça vient d'être dit, d'où son nom issu du latin pinea, qui signifie pain. Bon, elle mesure, en règle générale, 7 mm. C'est pas par hasard, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, le chiffre 7, c'est en quelque sorte l'empreinte numérique de Dieu sur Terre. C'est pas par hasard si elle mesure à peu près 7 mm, c'est tout comme les globules rouges qui ont 7 micros de diamètre. Nous savons entre autres que les bébés et les enfants ont des glandes pinéales intactes et de bonne santé. À l'approche de la puberté, la glande pinéale se rétrécit. Les expériences de clairvoyance vécues par beaucoup de ces enfants disparaissent aussi avec l'âge. Nous remarquons aussi qu'un grand nombre d'enfants semblent se souvenir de leur précédente incarnation sur Terre. Et plus ils prennent de l'âge, et moins ils se souviennent de leur vie antérieure. Sachant que la glande pinéale est intacte chez tous ces enfants, on pourrait penser qu'elle influencerait la résurgence de la mémoire subconsciente de l'enfant, où serait en fait enregistrée toute l'activité de l'âme. Comme cette glande pinéale aura tendance à rétrécir à la puberté, ce rôle d'activateur de la mémoire subconsciente s'estompera aussi. Ce qui nous expliquerait pourquoi les enfants perdent certaines de leurs facultés de clairvoyance lorsqu'ils grandissent. Et n'oublions pas qu'avec le temps, des dépôts de calcium s'accumulent dans la glande pinéale, on appelle ça le sable cérébral, comme ça vient d'être dit, ce qui logiquement réduira considérablement le travail de cette glande pinéale. Bien qu'elle joue un rôle important dans la régulation de nos rythmes biologiques, la glande pinéale posséderait une autre caractéristique qui serait d'ordre métaphysique. Le philosophe français René Descartes fut le premier à définir la glande pinéale comme étant le siège de l'âme. Et d'autres cultures à travers le monde et l'histoire ont appelé la glande pinéale le troisième œil. Selon les croyances hindoues, tibétaines, égyptiennes et autres, celui-ci serait le lien avec l'au-delà et le monde des esprits. Certaines recherches scientifiques valideraient cette théorie paranormale puisqu'on aurait découvert que la glande pinéale produisait dans l'organisme une sorte d'opiacé qu'on appelle la DMT, qui est l'abréviation de diméthyltryptamine. Le docteur Rick Strassman, qui fut l'un des découvreurs, prétendra que la DMT serait la molécule de l'esprit. Lors de ses travaux, il avait remarqué que la glande pinéale produisait de la DMT au moment de la naissance, de la mort,
pendant les expériences spirituelles, mystiques et même durant la mort clinique accompagnée par les phénomènes d'expérience de mort imminente, hein, qu'on appelle les NDE. Cette particularité chimique validerait l'idée selon laquelle la glande pinéale serait en fait la clé qui nous ouvrirait un portail de contact avec les dimensions spirituelles, hein, de l'esprit. Mais qu'est-ce que la DMT? La diméthyltryptamine, hein, communément appelée DMT, hein, c'est l'abréviation, parce que vous avez remarqué que le nom est très compliqué à dire. Hein. La DMT est une molécule considérée comme un psychotrope. Hein. Elle est présente dans diverses plantes consommées en Amazonie et en Afrique, hein, par des tribus lors des rites chamaniques. Hein. Des breuvages comme l'ayahuasca contenant de la DMT sont avalés lors de certains rites, hein, et permettent aux intéressés d'entrer dans le monde des esprits. Oui, ça ressemble un peu à du LSD, mais bon, c'est pas la même chose. La DMT intéresse beaucoup les scientifiques. Ils ont découvert que cette molécule serait présente partout, hein, dans toutes les plantes, à tous les animaux, y compris dans le corps humain. La DMT est la substance psychotrope la plus puissante jamais découverte. Hein. Fumée sous sa forme cristallisée, hein. Elle donnerait au sujet la sensation d'entrer dans le monde de l'après-mort, hein, de rencontrer des entités insectoïdes et reptiliennes, hein, ou de voyager dans un hyperespace quadridimensionnel. Hein. Elle est donc bien évidemment interdite par la loi, mais nous sommes tous passibles de prison, puisque, comme ça a été dit, hein, notre cerveau produirait de la DMT sans discontinuer, hein, et par l'intermédiaire de notre glande pinéale. Les scientifiques ont très vite lié l'origine de la DMT à la glande pinéale. Hein. Oui, oui. Une énorme quantité de cette molécule serait délivrée par la glande pinéale au moment de notre mort, et ceci jusqu'à plusieurs heures après l'arrêt total du cœur. Depuis René Descartes au XVIIe siècle, hein, qui affirmait que l'âme humaine se situe en elle, hein, la glande pinéale était considérée comme étant un organe possédant des fonctions transcendantales. Le défenseur des capacités transcendantales de cet organe le considère comme étant une antenne. La glande pinéale porte dans sa constitution des cristaux d'apathie. Selon une théorie, ces cristaux vibreraient en fonction des ondes électromagnétiques captées. Hein. La glande pinéale serait capable de capter les champs électromagnétiques non seulement de cette dimension dans laquelle nous vivons, hein, qui est la troisième, mais aussi des autres dimensions de l'univers, permettant ainsi d'accéder au champ spirituel, hein, et à celui surtout des esprits. Hein. Le docteur Sergio Felipe de Oliveira, qui avait disséqué plusieurs cadavres, avait pu vérifier qu'aucune glande pinéale n'était semblable à une autre. Il avait coupé une glande pinéale au milieu, l'avait soumis au microscope électronique et avait pu vérifier qu'il y avait diverses structures, ou plutôt des capsules en cristaux d'apathie. Mais pourquoi y a-t-il des cristaux dans la tête? Auparavant, on pensait que la glande pinéale dégénère avec l'âge et qu'elle n'avait pas la moindre fonction, mis à part faire émerger la sexualité jusqu'à l'âge de 13-14 ans, pour ensuite perdre toute fonction et se calcifier. De fait, un processus biominéral affectait la glande, la faisait se calcifier. Pour sa thèse de doctorat de l'université de Sao Paulo, hein, le docteur Sergio Felipe de Oliveira avait fait des recherches sur les cristaux de la glande pinéale au moyen de la diffraction des rayons X. Ce travail lui avait permis de vérifier qu'elle ne se calcifiait pas, mais donnait lieu à la formation de structures organisées. Mais alors, quelle serait donc la fonction de ces structures à l'intérieur de l'organisme? L'étude par la diffraction des rayons X et par l'emploi d'autres techniques lui avait permis de découvrir l'existence des cristaux d'apatite. La tomographie par ordinateur et la résonance magnétique furent également utilisées. Hein. Il a ainsi pu observer qu'une microcirculation sanguine maintenait métaboliquement parlant les cristaux actifs et vivants. Ces cristaux donnent à la glande une structure semblable à celle d'une caisse de résonance. Hein. L'apatite comporte de nombreux électrons à sa superficie, hein, et repousse le champ magnétique. Lorsqu'un champ magnétique s'approche de la glande, il touche l'un des cristaux qui ricoche sur un autre et ainsi de suite, jusqu'à ce que le champ soit prisonnier. Plus une personne dispose de cristaux, plus elle aura de possibilités de capter les ondes électromagnétiques. Les médiums ont beaucoup de cristaux. Ça explique beaucoup de choses. Les médiums, qui sont des personnes capables d'entrer en contact avec d'autres dimensions spirituelles, ont une plus grande quantité de cristaux d'apatite dans leur glande pinéale. Or, personne ne peut augmenter ou diminuer cette concentration de cristaux. C'est là une caractéristique biologique, au même titre que la couleur des yeux ou des cheveux. La glande pinéale capte ainsi des vibrations du spectre électromagnétique. Donc cette glande pinéale serait une sorte d'antenne vibratoire qui nous ouvrirait le portail de certaines dimensions.
Mais si on stimulait tous ces cristaux d'apatite présents dans la glande pinéale, n'obtiendrions-nous pas une résonance qui, faisant vibrer la pinéale, provoquerait une sortie temporaire de l'âme hors du corps? Un premier exemple de ce phénomène aurait été observé par Wilder Penfield dans les années 50. Avant de procéder à l'excision de foyers épileptiques, celui-ci stimulait directement le cortex cérébral afin d'identifier les régions essentielles à préserver, hein, comme le langage et d'autres fonctions. Et en stimulant le lobe temporal droit de l'un de ses patients, celui-ci s'écriera « Mon Dieu, je quitte mon corps ». Et près d'un demi-siècle plus tard, en 2002, avec des électrodes plus fines et donc une plus grande précision, le neurochirurgien suisse Olaf Blanke avait déclenché une impression similaire chez une patiente épileptique de 43 ans stimulant son gyrus angulaire droit. Dans le but d'identifier le foyer épileptique à l'origine de ces crises, des électrodes avaient été implantées directement sur son hémisphère cérébral droit. Et lorsque Olaf Blanke fit passer du courant dans l'électrode située sur son gyrus angulaire droit, la femme eut d'abord l'impression de s'enfoncer dans son lit ou de tomber de haut. Puis après avoir augmenté l'intensité de la stimulation, elle déclara se voir de haut, étendue sur le lit, mais n'être capable de voir que ses jambes et son tronc. Le même genre de stimulation avec une électrode implantée sur la région temporopariétale droite du cortex a pu être vérifié par le neurochirurgien belge Dirk de Ridder et son équipe. L'étude publiée en 2007 rapporte que l'électrode avait été implantée sur le cortex d'un patient souffrant d'acouphènes. Ce sont les bourdonnements d'oreilles qui sans source sonore extérieure. Mais au lieu de soulager ces acouphènes, la stimulation électrique provoqua de manière répétitive chez le patient une expérience qu'il décrivait comme une sortie de son propre corps. Le sentiment de décorporation décrit par le patient était toujours le même. Il se sentait à environ un demi-mètre derrière lui sur sa gauche. Donc là, d'après ces expériences, on sait maintenant que certaines régions du cerveau peuvent stimuler des sorties hors du corps. Et bon, comme vous venez de l'entendre, ces neurochirurgiens visaient des régions bien précises. Mais je pense que les électrodes ont dû affecter la glande pinéale qui, en faisant vibrer les cristaux, a généré une résonance qui va stimuler, elle, la décorporation de l'âme hors du corps. Donc nous savons maintenant qu'on peut faire sortir une âme artificiellement d'un corps. Quand je dis artificiellement, ce n'est pas la mort, c'est temporaire, puisque l'âme restera connectée, liée à son corps, grâce à ce lien argenté qu'on appelle la corde d'argent. Parce que tant que cette corde d'argent ne se coupe pas, l'âme restera liée au corps physique. Donc avec la science et les progrès scientifiques, dans plusieurs années, vous verrez qu'on pourra stimuler artificiellement la décorporation de l'âme hors du corps. Déjà, vous avez certains chercheurs autodidactes qui ont déjà expérimenté ce genre de choses. Dans une vidéo, j'avais parlé des expériences d'un homme dans les années 40 qui avait travaillé avec des cobayes. Bon, c'était des cobayes, c'était des gens qui acceptaient de travailler avec lui. Lui, il se servait de la décorporation pour visiter le futur. Il savait à quelle période de temps ces âmes se trouvaient dans le futur. Par contre, les militaires américains ou soviétiques, lorsqu'ils auront la capacité, et qu'ils l'ont en réalité, de stimuler la décorporation artificiellement, eux, ils auront tendance à envoyer l'esprit pour espionner les installations militaires du pays ennemi. C'est exactement ce qui s'est passé avec le programme Stargate, où on s'est servi de gens qui acceptaient de servir de cobayes, je veux dire. Et ces gens se dédoublaient, on les aidait à se dédoubler aussi, parce qu'on leur injectait une substance chimique, et on stimulait, grâce à un casque, on stimulait certaines régions de leur cerveau pour accélérer la décorporation. Oui, ça, on n'en parle pas dans vos médias. Dans nos médias, c'est normal. C'est des choses qui sont cachées dans les secrets. Et là, je vous parle pas de l'amélioration du système, parce qu'aujourd'hui, la décorporation artificielle, dans les black programmes, c'est de la routine. Oui, vous m'avez bien entendu, c'est de la routine.
Parce qu'aujourd'hui, ils arrivent à décorporer. D'ailleurs, ce qui me surprend, c'est qu'ils savent que l'âme existe en plus. Hein. Bah oui, c'est logique. Alors, quand j'entends tous ces philosophes nous dire que Dieu n'existe pas, que voilà, les religions, c'est l'opium des peuples, j'en souris quand même. Parce que à travers les black programmes américains, ils ont été très très loin dans ce genre de recherche. Hein. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo. Je vous mettrai le lien de Anna, l'exploratrice, hein, pour que vous puissiez voir la vidéo dans son intégralité. Hein. Mais bon, déjà, dans le petit extrait, vous en avez appris beaucoup quand même dans son petit extrait. Et moi, j'ai repris ça pour faire ma vidéo. Parce que comme vous l'avez remarqué, hein, les vidéos en réalité se complètent. Vous prenez un petit extrait pour rajouter des nouvelles informations et ainsi de suite. Vous avez un autre internaute qui va reprendre nos vidéos pour rajouter d'autres choses. Et voilà, c'est comme ça qu'on forme, on fait avancer le schwummblick, j'allais dire. Allez, je vous dis à la prochaine.